Voilà, monsieur, merci de rester fidèle au programme de Canal Vie Mkwega. Bienvenue à l'émission Lisons ensemble. Ce jour, nous avons le plaisir de vous présenter ce livre, comme je le tiens ici, Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire de terroristes, écrit par Serge Atiama Oulon, ici même sur le plateau. Monsieur Oulon, bonjour. Bonjour, monsieur Souré, merci pour l'invitation. Et merci également de répondre présent à notre invitation. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre d'une centaine de pages, disons 196 pages. Le titre déjà, il accroche. Comment comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire des terroristes. Qu'est-ce qui vous a motivé à plonger dans cet univers-là pour parler d'un sujet aussi sensible? Ok, merci bien. Et il faut dire que j'ai estimé d'abord en tant que citoyen au regard de la situation que vit le pays, de se poser un certain nombre de questions par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire. On se demande qu'est-ce qui se passe au Burkina, qui nous attaque, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, pourquoi on attaque ici, pourquoi on attaque par là, pourquoi on s'en prend en fait à de paisibles citoyens, pourquoi on pose des embuscades. C'est parti donc d'un questionnement de citoyens. Et il se trouve que je suis journaliste de profession et mon travail consiste essentiellement à informer les Burkinabés. Donc j'ai estimé qu'à partir de ces éléments-là, je pouvais mettre à profit ma profession de rechercher l'information sur un peu la situation sécuritaire à travers ces questionnements-là et proposer un peu cet ouvrage-là. Donc c'est pour cela qu'il y a ce titre, Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire des terroristes. C'est un travail sur la situation sécuritaire, c'est une photographie de ce qui se passe au Burkina à partir des causes de la situation, l'organisation des groupes armés terroristes, les violences qu'il y a, un peu comment ces groupes armés terroristes recrutent à travers le pays, qui sont ces terroristes-là. Et il y a des portraits effectivement de terroristes dans l'ouvrage, des visages connus comme non connus. Il y a aussi la parole qui a été donnée un peu à ces victimes du terrorisme-là, notamment le sort de ces milliers d'élèves qui n'arrivent plus à fréquenter à cause justement de cette situation. Vous avez aussi l'histoire de ces enseignants qui ont été violentés dans le village de Toulfé, dans le Loroum, la région du Nord, qui ont été humiliés devant leurs élèves par des individus armés non identifiés. Vous avez aussi ces histoires assez intéressantes d'éléments de sécurité qui ont été héroïques en fait à travers des actes de bravoure. Vous avez l'histoire par exemple de douaniers lors de l'attaque du poste de douane de Marcoy dans la région du Sahel qui ont été héroïques, qui ont repoussé une attaque terroriste. Vous avez l'histoire de policiers aussi dans la région du Sud-Ouest qui ont été héroïques également et qui ont reçu des lettres de félicitations. Donc c'est un peu ces histoires ça et là, mais il y a aussi les aspects le côté plus ou moins négatif ou bien pas très reluisant un peu de cette lutte contre le terrorisme, les exactions, les bavures, les exécutions sommaires à travers des faits assez documentés sur ces histoires-là. Et à côté de cela, vous avez l'autre sujet aussi qui fait l'objet de débats depuis en fait la dégradation de la situation sécuritaire, la présence militaire occidentale. Et dans le livre, justement, on s'intéresse particulièrement au cas de la France et des États-Unis, dont on ne parle pas peut-être suffisamment, alors que ce pays aussi a des installations ou a une présence militaire. Et à côté de cela, il y a le rôle des politiques qui a été analysé, notamment l'Assemblée nationale, qu'est-ce que les députés ont apporté comme contribution dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à savoir leurs trois devoirs essentiels: contrôler l'action du gouvernement, voter la loi et consentir l'impôt. Et il y a aussi le rôle du président du Faso. Donc voilà en résumé un peu le contenu de cet ouvrage, comme vous l'avez dit, qui fait un peu moins de 200 pages. 200 pages, d'accord. Alors vous avez ainsi, on a un peu survolé ici les grandes parties, on va revenir un peu en détail. Mais dites-nous, monsieur Oulon, dans quelles conditions vous avez pu avoir toutes ces informations-là pour faire sortir un livre sur les attaques armées au Burkina Faso? Question intéressante. Comme je le disais tantôt, je suis journaliste et j'ai été formé à rechercher et collecter l'information. Donc c'est tout naturellement que je suis parti déjà d'une revue documentaire, tout ce qu'il y avait comme document sur la question et même sur les sujets un peu connexes. Il y a aussi le travail personnel en fait de terrain, parce que j'ai parcouru un peu le pays aussi pour pouvoir collecter l'information. Je suis allé sur le terrain comme on le dit. Donc j'ai fait un certain nombre de régions, pratiquement
toutes les régions où il y a ces problèmes-là, l'Est, le Sahel, le Centre-Nord, les cascades. Et voilà, donc je suis allé à la rencontre aussi de sources qui sont en mesure de pouvoir me renseigner sur la situation, de pouvoir apporter leur éclairage. Et c'est l'ensemble de toutes ces informations documentaires et humaines qui m'ont permis d'avoir en fait toutes ces données-là. D'accord. Alors revenons pratiquement au livre, on va aller pas à pas pour parler un peu de cet ouvrage riche de 197 pages si je me trompe. La première partie, vous nous parlez de la descente du Burkina Faso aux enfers. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère en employant ces mots? Je pense que c'est une réalité parce qu'on est à Ouagadougou. Figurez-vous que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des Burkinabés qui ne peuvent plus dormir ce jeu, qui sont obligés à partir de 19 h de ne plus mettre le nez dehors. Et ça même, c'est dans les situations les plus optimistes. Sinon, à partir de 16 h, il y a des axes, et même en plein jour, ce n'est même pas 16 h, même en plein jour, il y a des axes routiers qu'on n'emprunte plus. Quand vous avez aujourd'hui les statistiques, vous avez un peu moins d'1 million de Burkinabés qui sont des déplacés internes qui ne peuvent plus repartir chez eux. Quand vous avez autour d'environ 500 000 élèves burkinabés qui ne fréquentent plus, vous avez un peu autour de 10 000 enseignants qui sont à la maison, qui font 1 année, 2 ans, qui sont à la maison, qui ne travaillent plus. Convenez avec moi que ce n'est pas de trop de dire que le Burkina Faso, à partir de 2012, a commencé en fait à descendre dans l'enfer. Et si vous ajoutez le nombre de morts dans tout cela, vous voyez que ce n'est pas exagéré en fait de crier. Mais au-delà des mots, c'était une façon en fait pour moi de revenir un peu sur les causes de ce qui nous a amenés dans cette situation assez dramatique, assez chaotique de ce que nous vivons actuellement. Donc l'idée c'est de faire comprendre un peu la douleur de ces populations-là, de faire comprendre aussi un peu le fait que le pays est un peu quand même pas dans une situation normale et qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de prendre conscience de la situation et de se réveiller tout simplement. D'accord. Et vous parlez dans cette partie du prix de l'incurie, des plaies. Est-ce qu'on peut savoir réellement les causes? Qu'est-ce qui a poussé le Burkina Faso à balancer dans cette situation périlisante? Il y a un contexte déjà international, la situation au Moyen-Orient. On peut penser que c'est loin de chez nous, la Syrie, voilà, l'Irak, l'Afghanistan. Vous avez le contexte continental avec la Libye, la déstabilisation. Vous avez le contexte sous-régional avec le voisin malien. Donc, il y a ces éléments-là. Maintenant, au regard même de la nature, parce qu'il y a ce problème peut-être qu'on ne voit pas suffisamment, ceux qui sont enrôlés dans les groupes armés terroristes sont des laissés pour compte en quelque sorte. Et vous avez la nature de notre État qui n'est pas le produit de la sécrétion de la population burkinabé, mais du fruit d'un lait colonial. Donc forcément, les gens ne se reconnaissent pas un peu dans la statue de cet État-là. Si je prends l'exemple des forces de sécurité, c'est toujours vu comme un système répressif qui matraque les populations civiles. Et c'est ce que nous avons hérité un peu de l'époque coloniale. Donc on n'a pas su reformer la nature de notre État, qui fait qu'on ne voit pas l'autorité forcément comme une autorité protectrice, mais plutôt une autorité de répression tout simplement. Vous avez un peu le rôle plus ou moins négatif de ces différents éléments-là. Dans certaines parties du pays, vous prenez les eaux et forêts, vous avez plein d'éleveurs qui ont dû subir le courroux, à qui on inflige de lourdes amendes parce que tout simplement des bœufs ont pénétré une forêt classée où on détruit en fait des champs. Vous avez aussi des histoires, des problèmes structurels lié aussi un peu à la structure de notre système de sécurité. Vous avez des fléaux de la société comme la corruption, le clientélisme, le favoritisme, les raquettes que les populations vivent au quotidien sur les axes routiers qui sont aussi liés un peu à notre système de sécurité. Et vous avez par-delà, en fait, au niveau central où ceux qui sont à la périphérie ne se sentent pas suffisamment concernés par les décisions qui sont prises, ne se sentent pas concernés par ceux qui dirigent le pays, qui pensent qu'ils sont là pour leurs propres affaires. Donc vous avez cet élément-là, tout cet environnement d'ensemble-là, qui crée des situations assez favorables à l'extrémisme, au radicalisme, où vous avez des gens au nom d'une religion qui estiment qu'ils font le djihad, parce que c'est aussi l'élément en fait déclencheur, qui prétendent corriger ces inégalités sociales-là et qui permettraient et qui malheureusement réussissent à avoir quelques Burkinabés qui tombent un peu dans le panneau et qui devient un cercle vicieux où malheureusement on tombe dans des actes criminels en faisant couler le sang et les larmes de ces pauvres populations. La transition est bien faite pour parler de la deuxième partie de l'ouvrage à partir de la
page 37, vous parlez un peu de comment sont organisés ces terroristes, comment ils arrivent à opérer. Est-ce que même le profil, vous dressez des profils de terroristes, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, l'idée c'était de démontrer, de donner en quelque sorte un portrait robot à partir des informations que on a pu glaner ça et là et de la lecture que nous avons pu faire sur les terroristes ou si vous voulez les groupes armés terroristes. Généralement, vous avez des jeunes qui sont enrôlés, qui sont des combattants, qui sont à l'offensive. Mais un peu plus organisé, en fait, vous avez des combattants, vous avez des non-combattants et vous avez généralement des jeunes. Dans la grande majorité, ce ne sont pas des gens lettrés. De ce que nous avons pu avoir comme information, tout au plus, un des assaillants ou du moins un des présumés terroristes aujourd'hui, c'est le niveau secondaire. En dehors de cela, vous avez pour l'essentiel des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants, des gens, des sans-emploi. Voilà, qui se retrouvent un peu dans ce milieu-là. Et en milieu rural, vous avez des éleveurs surtout, parce qu'ils maîtrisent en fait la brousse, ils connaissent tous les chemins, ils connaissent un peu toutes les pistes, et qui sont utilisés de gré ou de force, parce que souvent c'est ça aussi qui est important. Tous les éléments dans les groupes armés terroristes n'adhèrent pas de la même façon. Vous avez ceux qui sont volontaires, qui estiment effectivement qu'ils font le djihad. Vous avez ceux qui sont allés parce qu'il y a l'appât du guerre, parce qu'il y a des rémunérations. Vous avez ceux qui ont été contraints par la force des choses à adhérer et qui y sont restés, qui peut-être si on crée les conditions, on peut les récupérer et les réinsérer dans la société. Et on a vu dans le cas du Niger et même au Nigeria, vous avez généralement ce qu'on appelle les repentis. Et même au Niger, il y a même un programme dans ce cadre-là justement où on peut récupérer des repentis, les réinsérer, les former et d'autres même ont intégré l'armée nigérienne qu'on utilise pour combattre en fait, parce qu'ils sont mieux outillés, parce qu'ils connaissent un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc au niveau du Burkina Faso, vous avez exactement la même situation. Et ce qu'il faut relever aussi, c'est que contrairement à ce que beaucoup de Burkinabés pensent, vous avez une grande majorité de Burkinabés qui sont dans les groupes armés terroristes. Et dans l'ouvrage, j'évoque des chiffres de 80 à 90%. Et vous avez d'autres nationalités, des Nigériens, des Maliens, des Nigériens, et même, je crois qu'il y a des Ivoiriens qui sont dans les groupes armés terroristes, dont le point commun, c'est cette histoire de faire le djihad voilà, au nom de l'islam, alors que ce n'est pas toujours exact parce que vous avez des gens qui sont mal éclairés et qui, du fait de la situation, se retrouvent un peu dans ce cycle-là, malheureusement. D'accord. Et ça nous permet de parler un peu des terroristes et présumés terroristes. Vous avez dressé toute une liste. Hein. On voit les Malam Diko, Jafar Diko, mais intéressons-nous au Sawadogo. Et là, vous écrivez les sanguinaires Sawadogo. Est-ce que vous pouvez me parler de ces frères? Oui, les sanguinaires, parce que je pense que c'est le mot qui est approprié par rapport à leur itinéraire et par rapport à leur basculement dans le terrorisme. Parce que ce qu'il faut relever, c'est vrai qu'on a beaucoup plus les regards au nord, au Sahel, par rapport à Malam Diko, qui effectivement est le père du premier groupe terroriste, Ansaroul Islam, qui est affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans du Malien Iyad Gali. Mais vous avez à côté l'histoire de ces deux frères-là, justement, Boubacar et Abdoulaye. Abdoulaye qui a été abattu lors de l'opération antiterroriste à Rayongo, à Ouagadougou ici. Mais il faut rappeler que la première attaque d'envergure au Burkina Faso, le 9 octobre 2015, porte la marque de ces frères-là. Et c'était l'attaque de la brigade de gendarmerie de Samoroua. Et ça porte la marque de ces frères-là parce qu'ils avaient pour objectif d'installer une base terroriste. Les services de renseignement avaient eu l'information, mais ils ont pu attaquer en fait cette base et cette brigade-là qui a été repoussée. Donc ils ont commencé à faire leurs armes à partir de là. Mais aujourd'hui, Abdoulaye a été abattu. Son grand frère Boubacar, lui, il a été arrêté quelque temps après, en 2017 au Mali. Il est toujours en détention au Mali. Mais l'histoire, c'est de montrer un peu comment des enfants burkinabés ordinaires qui, a priori, la classe moyenne, si on peut s'exprimer ainsi, se retrouvent un peu dans ces actes de terrorisme, dans ces activités criminelles. Parce que dans le livre, je reviens un peu sur leur parcours. Oui. Abdoulaye, lui, il était né, comme il ne vit plus, à Bobo, il a fréquenté, mais il n'a pas dépassé le cap de CE2. Vous avez son grand frère, lui, il n'a pas fréquenté du tout, qui est né à Kaya, qui a fait un peu l'aventure, qui s'est retrouvé au Mali. Vous avez Abdoulaye Sawadogo, qui a vendu des sacs au grand marché de Ouagadougou, à Roroko. Ça n'a pas prospéré, il a suivi un Pakistanais, il s'est retrouvé au Mali.
et il s'est proclamé djihadiste et il en était fier du reste parce qu'il appelait ses amis ici pour dire que lui il était devenu terroriste et il en était fier. Donc vous avez ces histoires-là justement et j'essaie de raconter un peu. Et Abdoulaye, comme je l'ai dit, en fait, il a été l'organisateur de l'attaque, de la double attaque du 2 mars. En fait, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Parce que quand vous reprenez le jour de l'attaque, il y a des images vidéo qu'on a pu retrouver après l'opération antiterroriste, où c'est lui qui était devant, c'est lui qui indiquait, et il allait s'arrêter, c'est lui qui a donné le signal, et les jeunes sont rentrés en fait au niveau de l'état-major, ils se sont fait exploser. Donc vous avez ces histoires-là, donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était au cœur de l'organisation terroriste au Burkina Faso, et dans le livre, les éléments ressortent qu'il avait des connexions aussi avec Malam Dicko. À Ouagadougou, il payait par exemple des moustiquaires, du matériel qu'il convoyait en fait au nord et dans le Soum, à Djibo, pour justement les groupes armés terroristes. Et c'est lui qui recrutait, il cherchait à manipuler par exemple les GPS, comme on utilisait. C'est lui qui faisait les achats de produits pour soigner en fait les terroristes qui étaient blessés. Oui. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était au cœur en fait de l'organisation terroriste de façon globale au Burkina Faso, qui avait des connexions à Bobo Dioulasso, au Sahel, au nord, et il envisageait de passer à d'autres étapes et même des enlèvements. Heureusement que les services de sécurité ont pu déjouer cela. Donc ceux qui lisent le livre se rendront compte que les sanguinaires, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas assez fort, ça ne fait que refléter l'itinéraire de ces deux frères. D'accord. On comprend que les terroristes ont marqué un peu partout négativement les populations, particulièrement des enseignants. On a vu des écoles brûlées, des enseignants humiliés. Et on voit qu'à partir de la page 111, vous évoquez un peu ces enseignants-là qui sont des victimes oubliées. C'est vrai. Des victimes, c'est vrai, mais pourquoi vous pensez que ces enseignants-là sont des victimes oubliées? Ce sont des victimes oubliées parce que dans le livre, c'est rappelé, ce sont des enseignants qui ont été couchés à plat ventre, fouettés devant leurs élèves par des groupes armés. C'est vrai qu'ils ont eu la chance comparativement à d'autres où on les a menacés. Mais vous imaginez en fait le choc psychologique que ces enseignants ont pu vivre. Dans le livre, dans le cadre de ce travail, j'ai pu rencontrer un qui a accepté de témoigner parce que tous les autres, au regard du traumatisme, je reviens, des gens ont accepté à la dernière minute, ils estiment que le choc a été, ils ne peuvent pas encore revenir sur cette douleur-là. Mais il y a un qui a accepté de me raconter l'histoire, qui a parlé. Quand je parle de victimes oubliées, c'est que après ce drame, après ce traumatisme, aucune autorité n'a cherché à comprendre ce qui s'est passé, à les rencontrer pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et dans le livre, vous sentez l'amertume, la frustration de ces anciens-là, où vous avez clairement un qui dit, c'est vrai que nous ne sommes pas vus physiquement, mais qui au téléphone, là je l'ai dit dans le livre, c'est comme si on n'est pas dans un pays en fait. Parce qu'ailleurs, pour rien que cela, vous avez toute l'autorité au niveau central qui se déplace, qui essaie de réconforter, et on essaie d'apporter un suivi psychologique à ces anciens-là. Mais vous imaginez des adultes, des anciens, qu'on couche à plat ventre devant leurs élèves, qu'on fouette et qu'on laisse partir, et après, que ce soit le maire, le haut-commissaire, que ce soit le gouverneur ou le ministre de l'Éducation nationale, personne n'a cherché à connaître ce qui s'est passé. Or, à l'époque, tout le monde avait suivi en fait ces faits-là et les gens étaient quand même assez traumatisés. Donc vous voyez un peu la frustration, la déception, l'amertume que ces gens peuvent vivre au regard de ce qui s'est passé effectivement. Donc des victimes oubliées, effectivement c'est une réalité. Et à côté, vous avez vu, on a évoqué l'histoire de ces élèves-là effectivement, qui malgré la difficulté de la situation, ces élèves-là ont tenté malgré tout de pouvoir s'en sortir, d'aller s'inscrire dans d'autres établissements, de se déplacer, d'aller dans des chefs-lieux de région, où vous avez plusieurs qui squattent dans des maisons, qui payent péniblement à 3 000 francs le mois, parce que ce n'est pas toujours évident, les parents sont déplacés, mais ils tiennent coûte que coûte à terminer leur scolarité. Mais à côté, depuis, nous sommes en 2020, on ne voit pas exactement qu'est-ce que l'État fait pour accompagner ces éléments-là. C'est bien, c'est vrai de mettre des tentes, de dresser des tentes, de distribuer des vivres, mais à côté de cela, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sauver aussi ces enfants-là? Parce que si on y prend garde, c'est encore en fait une poudrière, des sources encore de problèmes que nous avons au sein de la société burkinabé si on ne s'intéresse pas au sort de ces milliers d'enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, qui n'ont pas demandé à être dans cette situation. Et il appartient en fait à la société et au gouvernement de trouver les solutions afin que ces enfants ne puissent pas être des problèmes demain pour le Burkina. D'accord. Et malgré que nos militaires tombent des fois sur les terrains d'opération, on voit qu'il y a une riposte
Et vous évoquez cela aussi dans votre livre à travers des opérations comme au Tampouanou au niveau de l'Est et même Dofou. Comment vous appréciez ces opérations de riposte là, de l'armée burkinabé contre le terrorisme? Ce sont des opérations qui ont été menées en un temps donné pour pouvoir résoudre des problèmes immédiats. Mais les opérations militaires en soi ne peuvent pas être en fait la solution en fait, au problème. Et aujourd'hui, du reste, nous constatons qu'il y a eu une relative accalmie, les choses sont reparties de plus belle. Et il y a de quoi se poser sur la pertinence, l'efficacité de ces opérations militaires. Il faut une introspection, il faut qu'on se pose des questions et qu'on essaie de trouver les solutions tout simplement. Parce que dans le livre, on met le doigt sur le fait que notre plus grande difficulté, c'est le fait que nous n'avons pas jusqu'à présent en fait une stratégie antiterroriste, une stratégie de lutte antiterroriste. Et c'est vraiment ça le cœur du problème. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème aujourd'hui, on peut jouer aux pompiers de service. Demain, dans un autre coin, on peut jouer aux pompiers de service. Mais quelle est la ligne en fait, d'action? Quelle est la politique qui sous-tend un peu la lutte contre le terrorisme? C'est la grande question. Et jusqu'à présent, malgré le Forum national sur la sécurité, malgré une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour réfléchir sur la situation sécuritaire, malgré les discours, malgré les moyens, parce qu'il y a des efforts qui sont faits, on ne peut pas le nier, le problème demeure. Quelle est la politique nationale de lutte antiterroriste que le Burkina dispose et à partir de laquelle on peut décliner les actions à mettre en œuvre sur le terrain pour permettre de contenir en fait le problème. Parce qu'une politique de lutte antiterroriste, ce n'est pas que militaire, c'est vraiment une vision politique de ce qu'on doit avoir pour pouvoir faire de telle sorte qu'il y ait plus de sécurité, plus de quiétude et que le Burkina puisse défendre l'intégrité de son territoire. Il n'y a pas très longtemps un centre d'études stratégiques. Ils sont en train de vraiment bien s'installer pour prendre la question de la lutte contre le terrorisme au sérieux. Comment vous appréciez cette initiative? C'est une bonne chose, c'est une des recommandations du Forum national sur la sécurité. Oui. C'est encore la preuve parce que c'est maintenant qu'on est en train d'opérationnaliser, ce n'est même pas encore fonctionnel totalement. C'est encore la preuve que nous prenons le temps. Est-ce qu'on peut nous expliquer objectivement qu'entre la fin du Forum national sur la sécurité en 2017 et jusqu'en 2020, le centre n'est pas encore opérationnel. Et le centre du reste n'est pas le lieu où on conçoit en fait la politique. Le centre en quelque sorte est un think tank qui doit permettre tout simplement à ces différentes compétences de réfléchir et de dénicher en fait toutes les sources d'insécurité en fait au Burkina Faso. Et la question sécuritaire, elle n'est pas seulement que physique. Vous avez la sécurité économique, vous avez la sécurité sanitaire, et vous avez tout un ensemble en fait qui doit permettre au pays de pouvoir anticiper. C'est-à-dire ce centre réfléchit et se dit, attention, dans tel domaine, le Burkina peut avoir des problèmes. Par exemple, la question de la maladie du coronavirus est un problème de sécurité qui se pose. Si le centre existait, peut-être qu'on pouvait anticiper, on pouvait prévoir, on pouvait réfléchir. C'est une sorte de laboratoire tout simplement, de think tank comme je l'ai dit. Et dans tous les pays assez sérieux, on a ces structures-là qui essaient d'anticiper, de déceler toutes les sources de dysfonctionnement en fait, au niveau de la société. Donc ce n'est pas en tant que tel l'élaboration de la politique de sécurité. Par contre, on a mis en place une commission qui doit réfléchir sur la politique, la stratégie plutôt de sécurité. Et là encore, la stratégie de sécurité n'est pas que la politique de sécurité. Il faut dérouler en fait la stratégie de sécurité et à l'intérieur, on va pouvoir avoir une politique de lutte antiterroriste. Donc vous voyez que le chemin est encore long. Le problème, c'est tout simplement qu'on se hâte lentement au regard, malheureusement, au regard des défis qui se posent. On se dit qu'on devrait aller plus vite que cela. Alors, M. Houlon, dans votre ouvrage intitulé « Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire des terroristes », vous abordez également les initiatives au niveau international. Vous parlez du G5 Sahel, vous parlez des armées étrangères, en l'occurrence celles françaises. Je vais à la page 169 où vous dites que l'utilité de la présence militaire française se pose en dehors de quelques actions qui ont été posées. Sur quoi vous vous basez pour affirmer cela? Bon, dans le livre, c'est revenu, ceux qui liront sauront un peu les détails justement de cette affirmation. Mais c'est de relever tout simplement en fait que, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu l'intervention française en octobre 2018 à Inatan,
L'action a été saluée par toutes les sources que nous avons pu consulter et c'est à partir de là qu'on a signé l'accord de défense. Voilà. En dehors de cela, aujourd'hui, dans le livre du reste, je me suis posé la question, en dehors de cette intervention française-là, on ne voit pas pratiquement en fait ce que la présence militaire française apporte. On pourra rétorquer que les Français interviennent à la demande des autorités burkinabées, mais vous avez des situations où on ne les a pas demandées, ou du moins ils ont insisté, ou ils ont voulu être là. Je parle de l'attaque de Capuchino en janvier 2016. Vous avez une situation aussi à Arbinda, il y a eu à Arbinda en décembre où on a massacré les pauvres femmes après la riposte des forces armées nationales, où il y a eu en fait une demande de renfort en fait du côté français, les Français sont arrivés qui ne sont pas intervenus. Donc ce sont ces questionnements-là. On s'est dit qu'au regard des moyens technologiques, de la présence militaire, de quand même des moyens que la France dispose, l'apport aurait pu être d'une plus grande utilité, d'une plus grande proportion que ce qu'on a en face. Et aujourd'hui, souvent, avec certaines situations, on se pose des questions justement sur le pourquoi de leur présence. Et c'est une question qui n'est pas aussi dénuée de tout sens, parce que dans certains milieux, on se pose des questions. D'accord. Alors, Monsieur Oulon, nous sommes au terme de l'émission. C'est vrai qu'on n'a pas pu aborder toutes les parties du livre. Vous allez dire aux téléspectateurs où est-ce qu'on peut se trouver ce livre, parce que ce n'est pas le premier. Hein. Vous avez d'autres livres. Celui-ci doit être le troisième, je pense. C'est bien cela. Voilà, le général Diendéré parle au Ouagadougou et puis l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso, les trahisons. Voilà, dites-nous où est-ce qu'on peut trouver vos... Le livre, principalement, on peut l'avoir en fait dans les librairies, principalement à la librairie Jeunesse d'Afrique, à Ouagadougou, Mercury, au Centre national de presse Norbert Zongo, au journal L'événement où je suis, et dans certaines stations-service aussi. À l'intérieur du pays, vous avez des localités comme Koudougou, Dori, Fada, Bobo Dioulasso, où on peut trouver, et il y a aussi la page Facebook, en fait, où on parle du livre et il y a des contacts pour ceux qui sont intéressés de rentrer en contact aussi avec ma personne ou savoir où on peut l'avoir, parce qu'on a aussi souvent des demandes venant de l'extérieur. Ok. En quelques secondes, un mot de fin. Merci pour l'invitation et au plaisir vraiment de nous retrouver. Et j'invite les lecteurs à s'intéresser, à lire le document et à pouvoir mieux comprendre aussi la situation. Et si possible, on reste disponible pour d'éventuels échanges. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur Oulon, d'être passé sur le plateau de Lisons Ensemble sur le canal Vim Kwega. Ce sera tout pour ce numéro. Merci d'être resté à notre écoute. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro avec un autre écrivain. Merci à vous et bonne suite sur le canal Vim Kwega.